Si certains ici pensent encore que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les États-Unis, ils peuvent continuer de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car il y a des choses dont tu dois savoir. Merci. L'Union européenne et l'OTAN sont en pleine guerre de territoire afin de contrôler le gigantesque programme de réarmement européen estimé à 1000 milliards de dollars par an. Un bras de fer accéléré par les pressions et les menaces de Donald Trump sur la sécurité du vieux continent. Depuis des décennies, l'OTAN, dirigée de facto par Washington, s'opposait à ce que Bruxelles s'empare des questions de défense. Mais les exigences de Trump ont tout changé. L'Europe doit investir désormais massivement dans ses armées. Et dans ce domaine, l'UE dispose d'une expertise industrielle supérieure. L'UE, comme l'OTAN, s'accorde sur la nécessité pour les Européens de prendre la tête de la défense conventionnelle du continent. Mais elles divergent sur la manière d'y parvenir. L'UE souhaite promouvoir la coopération industrielle de défense intra-européenne. Pour l'OTAN, la politique industrielle de défense doit rester transatlantique. Au cœur du désaccord, le rôle des armements américains. L'UE pousse fortement pour une stratégie achetée européen, tandis que l'OTAN défend un partenariat transatlantique ouvert. Ce jeudi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, rencontre le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. La politique industrielle de défense figure en tête de l'ordre du jour. Et les tensions sont vives. Mark Rutte, très soumis à Donald Trump, avait eu une remarque malheureuse en début d'année au sein même du Parlement européen. Si certains ici pensent encore que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les États-Unis, ils peuvent continuer de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas. De son côté, la présidente de la Commission, toujours prête à outrepasser ses prérogatives, se prononçait lors de la conférence de Munich sur la sécurité pour ni plus ni moins qu'un changement de doctrine. We must grow a European backbone. Nous devons bâtir une structure européenne de facilitateurs stratégiques dans les domaines de l'espace, du renseignement et des capacités de frappe en profondeur. Aucun sujet ne doit être ignoré. Je crois que le moment est venu de donner véritablement vie à la clause de défense mutuelle de l'Europe. La défense mutuelle n'est pas une option pour l'Union européenne, c'est une obligation inscrite dans notre propre traité, l'article 42.7, et ce pour une bonne raison. C'est notre engagement collectif à nous soutenir mutuellement en cas d'agression, ou pour dire les choses simplement, un pour tous, tous pour un. Le président américain met tout en œuvre pour convaincre l'opinion publique que la guerre contre l'Iran est presque gagnée. En attendant de nouvelles négociations, selon Trump, il ne reste qu'à intensifier la pression sur l'Iran et selon lui, Téhéran a déjà accepté de céder son uranium enrichi. Le Wall Street Journal rapporte que le président américain Donald Trump a déclaré lors d'un dîner avec le roi et la reine des Pays-Bas qu'il souhaitait mettre fin à la guerre avec l'Iran dès que possible. Selon le journal, le dirigeant américain s'est dit convaincu que le seul moyen de ramener l'Iran à la table des négociations était d'intensifier la pression sur la République islamique. Ce narratif a été vite repris par le secrétaire d'État à la guerre, Pete Hegseth, qui a annoncé la possibilité de nouvelles frappes. Nous sommes armés et prêts à frapper vos infrastructures critiques à double usage, vos capacités de production d'électricité restantes et votre industrie énergétique. Nous préférerions éviter d'en arriver là, mais nous sommes prêts à intervenir sur ordre de notre président et d'une simple pression sur un bouton. Cependant, une alternative existe. Comme l'ont dit nos négociateurs, vous, l'Iran, pouvez choisir un avenir prospère, un pont d'or, et nous espérons que vous le ferez pour le peuple iranien. En attendant, et aussi longtemps que nécessaire, nous maintiendrons ce blocus, un blocus efficace. Mais si l'Iran fait le mauvais choix, il subira un blocus et des bombardements sur ses infrastructures, ses centrales électriques et son secteur énergétique. La nécessité de cette pression n'est néanmoins pas certaine. De l'autre côté de la table, l'Iran n'a manifesté aucune réticence au dialogue. Le Pakistan a déclaré jeudi qu'il comptait
comptait accueillir un deuxième cycle de négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, alors que des médiateurs pakistanais de haut rang se sont rendus à Téhéran afin de consolider le cessez-le-feu avant son expiration la semaine prochaine. Le Pakistan a été reconnu pour son engagement diplomatique constructif en faveur de la désescalade, des efforts de cessez-le-feu et de la recherche plus large de stabilité entre les États-Unis et l'Iran. Tout au long de ces échanges soutenus avec Washington et Téhéran, Islamabad a cherché à encourager le dialogue, à faciliter l'échange de messages et à contribuer à créer les conditions propices à des négociations constructives. L'approche adoptée par le Pakistan souligne son engagement constant en faveur de la stabilité régionale et de la paix internationale, reflétant notre préférence pour une diplomatie fondée sur des principes et axée sur le dialogue afin de relever les défis géopolitiques complexes et de gérer les différends et conflits compliqués. La volonté de dialogue ne signifie toutefois pas l'acceptation de toute proposition de paix. Ce mercredi 15 avril, l'Iran a déjà souligné que les approches de Washington lors des pourparlers étaient maximalistes, irraisonnables et à 1000 lieues de la réalité. Ce ton vient d'ailleurs d'être durci par une déclaration du ministère des Affaires étrangères qui indique que l'Iran entend désormais traduire les États-Unis et Israël en justice. Je pense que ce n'est pas seulement l'Iran qui le souhaite, mais toute la communauté internationale. Parce que ce que les États-Unis et Israël ont fait est un crime contre la paix et la sécurité, contre l'humanité. Puisque les atrocités commises par Washington et Tel Aviv violent ces principes, j'estime que tous les membres des Nations Unies devraient les tenir pour responsables. Dans l'expectative d'une nouvelle escalade, le détroit d'Ormuz fonctionne toujours partiellement, alors que selon Trump, les ports de l'Iran restent bloqués par les navires américains. La pression croît également du côté d'Israël. L'État hébreu a lui aussi déclaré qu'il reprendrait ses frappes si l'Iran rejetait la proposition américaine. Vient d'avoir d'excellentes conversations avec les très estimés présidents libanais Joseph Aoun et Premier ministre israélien Bibi Netanyahou. Ces deux dirigeants ont convenu que, pour instaurer la paix entre leurs pays, ils entameront officiellement un cessez-le-feu de 10 jours à partir de 17h, heure de Washington. Mardi, les représentants de ces deux pays se sont rencontrés pour la première fois en 34 ans, ici à Washington, avec notre grand secrétaire d'État, Marco Rubio. J'ai demandé au vice-président J.D. Vance et au secrétaire d'État Rubio, aux côtés du chef d'état-major, Dan Razin Kane, de travailler avec Israël et le Liban pour instaurer une paix durable. C'est un honneur pour moi d'avoir résolu 9 guerres à travers le monde. Et celle-ci sera la 10e, alors terminons le travail. Dans ce contexte, un député du Hezbollah affirme que le mouvement respectera cette entente si Israël cesse de le viser. De son côté, Benjamin Netanyahou évoque une opportunité d'accord de paix historique avec Beyrouth, tout en maintenant une présence militaire israélienne dans une bande frontalière d'environ 10 km au sud du Liban. Nous avons l'opportunité de conclure un accord de paix historique avec le Liban. Le président Donald Trump a l'intention de nous inviter, le président libanais et moi-même, afin de tenter de faire avancer cet accord. Nous restons au Liban dans une zone de sécurité élargie. Il ne s'agit pas des 5 points qui existaient avant l'opération Roaring Lion, mais d'une bande de sécurité qui commence au bord de la mer et s'étend jusqu'au mont Dov et aux abords du mont Hermon, jusqu'à la frontière syrienne. Une bande de sécurité de 10 km de large qui est bien plus solide, bien plus renforcée, bien plus continue et bien plus stable que ce que nous avions là-bas auparavant. Nous y restons, nous ne partons pas. Pour rappel, cette trêve a été exigée comme une condition préalable par le président libanais plus tôt dans la journée. Il avait rejeté la possibilité de négociations directes avec Tel Aviv tant que les hostilités contre son pays n'auraient pas cessé. Le cessez-le-feu avec Israël, demandé par le Liban, constitue le point de départ naturel pour des négociations directes entre les deux pays. Cette nouvelle sur un possible apaisement tombe après une nouvelle nuit d'horreur pour le Liban. Le sud du pays a été le théâtre d'attaques aériennes israéliennes. L'agence de presse officielle libanaise rapporte qu'Israël a mené 2 frappes contre un pont stratégique qui a été détruit à Mefadoum. Les équipes de secours ont été la cible de 3 frappes ciblées, ce qui, selon le ministère libanais de la Santé, a eu des conséquences tragiques. À
Brazzaville, une investiture sous le signe de la continuité de Sassou Nguesso entame un 5e mandat devant des dizaines de milliers de Congolais réunis dans un stade. Une cérémonie grandiose entre ferveur populaire et démonstration de soutien, mais derrière l'enthousiasme et des attentes fortes pour l'avenir du pays, le reportage d'Igor Kourachenko. L'ambiance qui règne ici au stade principal de Brazzaville est celle d'une fête d'une ampleur inédite. La fête qui marque un tournant historique pour la République du Congo. Denis Sassou Nguesso est réélu avec la majorité écrasante de la population. Ici donc se déroule la cérémonie d'investiture en présence de dizaines de milliers de personnes et beaucoup d'invités étrangers. Chants, drapeaux, portrait du président. Plus de 60 000 Congolais ont fait le déplacement pour soutenir Denis Sassou Nguesso. Et malgré la chaleur écrasante, plus de 30 degrés aujourd'hui à Brazzaville, la foule ne faiblit pas. À chaque fois que le nom du président est prononcé, le stade explose. La cérémonie, minutieusement orchestrée, a duré plusieurs heures. D'abord, les spectateurs, puis les invités officiels. Un après l'autre, les chefs d'État sont accueillis sous les applaudissements. République centrafricaine, Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo, Ghana et d'autres encore. Puis, moment clé, l'arrivée du président congolais, entouré d'un imposant cortège. Denis Sassou Nguesso, les juges de la Cour constitutionnelle valident la conformité de l'investiture. Dernière étape, le serment. L'engagement que je prends aujourd'hui devant la nation et la communauté internationale est de ne jamais trahir ce peuple qui s'est mobilisé pour m'honorer et de renouveler sa confiance. Je tiens à dire que l'élection présidentielle est terminée. Je suis le président de tous les Congolais, sans exception. Qu'il nous faut continuer de construire ensemble notre cher et beau pays, le Congo. Dans les rues de Brazzaville, ce n'est pas seulement une fête, c'est une véritable ferveur populaire. Concerts improvisés, prises de parole, danse au rythme des tambours. Beaucoup portent des vêtements avec les images du président. Une ambiance de célébration et de soulagement. Dans les médias nationaux, la victoire de Denis Sassou Nguesso est présentée comme un grand triomphe. Mais qu'en est-il réellement? Allons poser les questions aux habitants ordinaires. À Brazzaville, peu de place au doute. Beaucoup disent croire en ce nouveau mandat. Stabilité, protection, amélioration des conditions de vie. Des attentes fortes à la hauteur de l'événement. Parmi les invités, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Accueil protocolaire, tapis rouge, garde d'honneur. Les échanges ont commencé rapidement. Ces derniers temps, les relations entre la Russie et le Congo se renforcent. Une occasion pour les deux pays de faire le point et de reconfirmer le cap. C'était aussi l'un des objectifs de la rencontre entre le vice-premier ministre russe des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie congolaise. Nous avons abordé avec le ministre Borisenko une multitude de sujets, de coopération diplomatique au niveau des Nations Unies. Vous savez, le Congo et la Russie cheminent ensemble. Lors de la plupart des votes qui sont émis aux Nations Unies, nous votons dans le même sens. Lorsque c'est vraiment polémique, le Congo parfois s'abstient, mais jamais le Congo n'a porté sa voix dans une résolution hostile à la Russie. Jamais. Et la partie russe estime que c'est une position équilibrée. Sergei Lavrov me l'a dit au moins 2 ou 3 occasions. Nous avons abordé également les projets économiques. Vous savez que nous avons ce projet de ce pipeline oléoduc, pour parler en bon français, entre Pointe-Noire et Brazzaville. C'est l'expression de la volonté de nos 2 chefs d'État, le président Poutine et le président Sassou. Et c'est vraiment quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt ici au Congo. La Russie et la République du Congo coopèrent étroitement sur la scène internationale, notamment au sein des Nations Unies, et nos intérêts convergent sur de nombreux points. C'est pourquoi nous comptons naturellement sur un approfondissement continu de la coopération avec nos partenaires congolais
dans tous les domaines. Ce n'était que le premier acte. Demain, la délégation russe poursuivra ses travaux. Le pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine. Après s'être rendu à Alger, le souverain pontife restera au Cameroun jusqu'au 18 avril dans ce pays d'Afrique centrale où environ 37% des quelques 30 millions d'habitants sont catholiques. Sa visite revêt une grande importance symbolique. Le mercredi 15 avril, le pape Léon XIV est arrivé au Cameroun. À Yaoundé, le souverain pontife a rencontré le président du pays, Paul Biya. Le chef de l'État a souligné l'importance des valeurs défendues par le Saint-Siège, en particulier dans le contexte des turbulences actuelles. Votre voyage apostolique au Cameroun intervient dans un contexte international particulièrement difficile. Le monde est en effet secoué par des crises et des conflits de plus en plus graves qui sèment la mort et la désolation. Les États sont en proie à des difficultés économiques croissantes. La misère se répand. La souffrance afflige des peuples entiers. L'angoisse et le doute étreignent les cœurs. Votre sainteté, dans ce chaos qui s'annonce, le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs, telle une source rafraîchissante et vivifiante. Il vient étancher la soif d'harmonie qui nous hante. Ce jeudi 16 avril, au deuxième jour de sa visite, le pape Léon XIV est en déplacement à Bamenda, ville anglophone dans le nord-ouest du Cameroun. Depuis 10 ans déjà, cette région est le théâtre d'un conflit armé opposant les forces gouvernementales et les groupes séparatistes anglophones. Ces derniers ont annoncé une trêve de 3 jours en signe de reconnaissance de l'importance de la visite du pape dans la région. Certains d'entre eux espèrent que le chef de l'Église catholique fera pression sur les autorités camerounaises. Le groupe Unity Warriors of Ambazonia a expliqué à l'AFP attendre du pape qu'il presse le gouvernement de relancer des négociations où les racines du conflit pourraient être discutées. Devant les fidèles rassemblés dans la cathédrale de Saint-Joseph de Bamenda, Léon XIV a appelé à la paix et a rejeté l'utilisation de la religion à des fins politiques. Le souverain pontife a critiqué les dépenses colossales consacrées à la destruction au détriment de la création. Ces propos critiques s'inscrivent dans le contexte des tensions avec le président américain Donald Trump, dont le pape a dénoncé la politique agressive au Moyen-Orient. Your work for peace. Jésus nous a dit « Bienheureux les artisans de paix ». Malheur à ceux qui, au nom même de Dieu, instrumentalisent la religion pour servir leurs intérêts militaires, économiques ou politiques, plongeant le sacré dans les ténèbres et la souillure. Les maîtres de guerre prétendaient ignorer qu'un instant suffit pour détruire, alors que parfois une vie entière ne suffit pas pour reconstruire. Ils ferment les yeux sur le fait que des milliards de dollars sont dépensés dans le meurtre et la dévastation. Or, les ressources nécessaires à la guérison, à l'enseignement et à la restauration sont introuvables. Le monde est ravagé par une poignée de tyrans, mais il est maintenu par une multitude de frères et de sœurs solidaires. Ils sont les descendants d'Abraham, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer. Regardons-nous dans les yeux, nous sommes ce peuple immense. La paix n'est pas quelque chose que nous devons inventer, c'est quelque chose que nous devons embrasser en acceptant notre prochain comme un frère ou une sœur. Ce déplacement pontifical est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme sur le continent, dont la population devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2060. Dans ce contexte, l'Église catholique vise à étendre son rayonnement. Et le message de paix du pape est accueilli avec espoir par une population qui souffre des nombreux conflits qui déchirent l'Afrique depuis de longues années. Le représentant des 1,4 milliard de catholiques poursuivra sa tournée africaine en Angola et en Guinée équatoriale jusqu'au 23 avril. Je tiens à remercier les personnes âgées et les personnes jeunes. Je n'ai jamais vu autant de jeunes.
Et je veux dire un grand bonjour à Phoenix. Nous avons remporté Phoenix, nous avons remporté l'Arizona. Une grande victoire dans tout le pays. Je suis ravi d'être de retour dans le grand état de l'Arizona avec des patriotes qui prient Dieu, qui sont travailleurs et qui travaillent pour Turning Point Action et Turning Point USA. Il y a 7 mois, notre pays a perdu un grand combattant, mon ami, qui s'est battu pour la liberté. C'était un homme extraordinaire, une personne extraordinaire, Charlie Kirk. Un formidable mec. Charlie a été assassiné par un homme cruel, vicieux, malveillant qui pensait qu'en le réduisant au silence, il pouvait tuer tout un mouvement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour rappeler aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.